Vous souvenez-vous du parrain de la Soul? De cet homme capable de faire trembler une salle entière d'un simple cri? De celui qui transformait le rythme en rébellion et dont l'énergie semblait défier les lois de la nature? James Brown n'était pas seulement une légende de la musique. Il était une force brute, un raz-de-marée d'émotions, un cri du cœur devenu hymne. Mais derrière les projecteurs aveuglants, derrière les chorégraphies millimétrées et les cris électrisants, se cachait une vie plus sombre. Une vie faite de blessures profondes, de controverses étouffées et d'une fin aussi troublante qu'incompréhensible. Voici l'histoire que vous n'avez jamais entendue à la radio, celle que la scène n'a jamais révélée. Bienvenue dans la vie de James Brown, l'homme derrière la légende. L'histoire de James Brown ne commence pas avec une ovation. Elle commence dans le silence, dans la poussière d'une Amérique ségrégée, rongée par les injustices. Né le 3 mai 1933 dans une cabane en bois de Barnwell, en Caroline du Sud, James arrive au monde dans la pauvreté la plus brutale. Sa mère, Susie, n'a que 16 ans. Son père, Joseph, 21. Ils sont jeunes, désespérément pauvres et déjà marqués par les luttes de leurs propres parents. Le couple s'installe à Elko, une petite ville étouffée par la misère. Leur maison, pas d'électricité, pas d'eau courante, seulement des murs fins comme du papier, incapables de tenir tête au froid. James grandit dans un monde où chaque jour est une épreuve. À 5 ans, un événement le marque à jamais. Sa mère le quitte. Susie s'en va, fuyant son mari violent pour tenter une nouvelle vie à New York, abandonnant son fils. Cet abandon laissera une plaie béante dans le cœur de James, une blessure qu'il ne parviendra jamais à refermer. Il est alors envoyé chez sa tante aînée à Augusta, en Géorgie. Mais là encore, l'environnement est instable. Oné dirige une maison close. L'enfant est plongé dans un univers d'adultes, de chaos et de douleurs silencieuses. Des punitions cruelles comme être suspendu dans un sac en toile hantent ses premiers souvenirs. Et pourtant, au milieu de ce tumulte, une lumière apparaît, la musique. James chante dans la rue pour quelques pièces ou un repas. Il danse, hypnotise les passants. Il découvre Louis Jordan, s'obsède des voix de gospel, apprend à jouer du piano, de la guitare, de l'harmonica. Et il comprend, la musique peut devenir sa fuite ou son salut. À 16 ans, le destin de James Brown bascule brutalement. Pris en flagrant délit de vol de vêtements dans des voitures garées, il est arrêté puis condamné à 3 ans d'enfermement dans un centre de rééducation pour mineurs à Tocoa, en Géorgie. Pour beaucoup, c'est la fin, une impasse. Mais pour James, ce sera paradoxalement un tournant décisif. Entre les murs austères de l'institution, dans une ambiance souvent violente et oppressante, il découvre une autre forme de fraternité. Là, parmi d'autres jeunes à l'avenir brisé, ils forment un groupe de gospel. Leur musique résonne comme une prière, un cri d'espoir dans un monde qui ne leur a jamais laissé de chance. James devient rapidement le cœur battant de cette formation. Sa voix bouleverse, interpelle, transperce. Il gagne le surnom de Music Box, un jeune homme au coffre impressionnant, capable de faire vibrer les murs du centre avec une simple note. Un jour, lors d'un match de baseball entre détenus et visiteurs, un certain Bobby Beard, jeune chanteur local, assiste à la scène. Il ne voit pas seulement un prisonnier doué. Il voit une étoile en gestation, un diamant brut à peine poli par la douleur. Touché par sa voix et son intensité, il en parle à sa famille. Et ensemble, ils entreprennent une démarche incroyable. Faire libérer James Brown plutôt, convaincus que le monde doit entendre ce qu'ils ont entendu. Contre toute attente, leur insistance paie. James sort avant la fin de sa peine. Cet acte de bonté désintéressée, cette main tendue vers un jeune homme brisé, ne changera pas seulement son destin. Elle transformera à jamais le paysage de la musique américaine. 1956, James Brown est libre. Mais il n'a rien. Pas d'argent, pas de nom, pas de sécurité. Ce qu'il a en revanche, c'est une rage intérieure, une faim insatiable. Il rejoint alors les Femmes aux Flammes, un groupe vocal avec Bobby Beard à ses côtés. Ensemble, ils enregistrent une chanson qui ne ressemble à rien d'autre à l'époque. Please, please, please. Ce n'est pas une simple performance. C'est une confession à vif, un déchirement mis en musique, un cri lancé au monde depuis le cœur d'un homme qui a tout connu sauf l'indifférence. Contre toute attente, le titre se vend à plus d'1 million d'exemplaires. Une étoile est née, et elle ne fera que monter. Sur scène, James n'est pas juste un chanteur. Il est un ouragan. Il se tord de douleur, crie comme s'il exorcisait ses démons, s'écroule pour mieux se relever, trempé de sueur sous les projecteurs. Chaque mouvement semble vital. Chaque geste maîtrisé à la seconde près. Le public est hypnotisé. On ne regarde pas un concert,
on assiste à une possession musicale. Il se produit 6 soirs par semaine, souvent 2 à 3 fois par nuit. Il exige l'excellence de tous, musiciens, choristes, techniciens. Rien ne lui échappe. Il ne tolère ni l'erreur, ni la paresse. En 1963, alors que sa maison de disques ne croit pas au potentiel d'un album live, il prend les choses en main. Il finance lui-même l'enregistrement d'un de ses concerts à l'Apollo Théâtre, à Harlem. Un pari risqué. Mais Live at the Apollo devient un phénomène. L'album reste dans les charts pendant plus d'1 an. Il est acclamé comme l'un des plus grands lives de tous les temps. James Brown vient de prouver que la scène est son royaume et que personne n'y régnera comme lui. Puis vient le funk. Ce n'est pas juste une évolution musicale, c'est une révolution. Avec des morceaux comme Papa Has Got a Brand New Bag, He Got You, He Feel Good ou Cold Sweat, James invente un nouveau langage sonore, basé sur la syncope, l'intensité rythmique et l'instinct corporel. Il impose un groove que personne ne comprend totalement, mais que tout le monde ressent. Il devient non seulement l'homme le plus travailleur du show business, mais aussi le créateur d'un genre, le bâtisseur d'un empire musical. Mais derrière la gloire, les tensions s'installent. James n'est pas facile. Il est exigeant, autoritaire, souvent tyrannique. Il se méfie de tout, veut tout contrôler et n'accepte aucun compromis. Le succès ne calme pas sa soif. Il l'alimente. Et cette ascension fulgurante va bientôt se heurter à ses propres zones d'ombre. James Brown est un génie, mais un génie habité par ses propres ténèbres. Sur scène, il est une légende vivante. Hors scène, il lutte sans relâche contre lui-même. Il dirige ses groupes d'une main de fer, supervise la moindre note, gère ses labels, ses finances, ses contrats. Il est un empire à lui seul, un patron impitoyable, un perfectionniste obsédé. Mais cette volonté de tout contrôler n'est pas le fruit du hasard. Elle vient de la peur d'être trahi, la peur de revenir à la misère, la peur de redevenir ce petit garçon abandonné dans une baraque sans eau ni électricité. Mais ce contrôle se transforme peu à peu en paranoïa. Ses proches doivent suivre ses règles à la lettre. Ses musiciens, s'ils ratent une note, sont amendés sur le champ. Il licencie, bannit, humilie. Dans l'intimité, c'est pire. Ses relations sont explosives, instables, douloureuses. 3 mariages, des accusations de violence conjugale, des compagnes qui racontent avoir vécu dans la peur constante, des enfants à qui il donne tout matériellement, mais qu'il garde à distance émotionnelle. Avec Adrienne Rodriguez, sa 3e épouse, la passion tourne rapidement au chaos. Le couple se déchire, se bat, se détruit. La police intervient à plusieurs reprises. En 1996, Adrienne meurt d'une crise cardiaque, mais les circonstances sont troubles. Son autopsie soulève des questions. Certains soupçonnent un mélange toxique de médicaments, voire pire. Aucune enquête approfondie ne sera menée. Le mystère reste entier. Peu après, James entame une relation avec Tommy Reini, une ancienne choriste. Ils auront un fils, James Jr. Mais comme toujours avec Brown, rien n'est simple. Leur mariage est contesté, car Tommy était peut-être déjà marié à un autre homme au moment de l'union. Leur enfant, pourtant reconnu par Brown, sera officiellement exclu de l'héritage. Un scandale éclate, des procès s'ouvrent, les héritiers se déchirent. La bataille judiciaire s'éternise pendant plus de 15 ans, et même après sa mort, la justice peine encore à démêler le vrai du faux dans l'Empire Brown. Au fond, l'homme qui faisait danser des millions de personnes n'a jamais vraiment su aimer sans blesser. Derrière les paillettes et les costumes brillants, il y avait un homme fracturé, incapable d'accorder à ses proches ce qu'il offrait si généreusement à son public. Sa passion, sa sincérité, son cœur. Au tournant des années 2000, James Brown n'est plus un jeune homme. Il a 70 ans passés, un corps abîmé par les excès, un cœur fatigué par les douleurs du passé. Mais il refuse de s'arrêter. Il continue de tourner, de chanter, de danser. Son visage est marqué, mais son regard est toujours brûlant. Il souffre d'un diabète sévère, qu'il traite mal. Il est opéré de la prostate pour un cancer. Ses médecins lui conseillent de ralentir, de se ménager. Mais James refuse. La scène est son oxygène. Sans elle, il étouffe. En décembre 2006, il tombe malade. Il tousse. Il transpire. Il tremble. On l'hospitalise à Atlanta. Son entourage s'inquiète, mais lui reste combatif. Il assure à ses musiciens qu'il sera prêt pour le concert du Nouvel An. Il répète depuis son lit. Il sourit. Il rassure. Puis, dans la nuit du 24 au 25 décembre, à 1h45 du matin, il murmure une dernière phrase. «
I'm going away tonight. Je pars ce soir. Puis, plus rien. James Brown est mort. Officiellement, d'une insuffisance cardiaque due à une pneumonie brutale. Mais cette version ne convainc pas tout le monde. Son médecin personnel, le docteur Marvin Crawford, affirme qu'il n'a jamais vu un patient mourir d'une pneumonie aussi soudaine. Des infirmiers parlent de comportements étranges autour de la chambre de Brown. Des membres de la famille évoquent un possible empoisonnement. Des médicaments auraient été subtilisés. Des documents falsifiés. Une enquête secrète du FBI aurait même été ouverte, selon certains proches. Son corps est conservé dans un cercueil réfrigéré pendant plus de 2 mois, sans inhumation officielle. Les querelles autour de son testament éclatent au grand jour. Qui hérite? Qui est exclu? Pourquoi certaines signatures sont-elles illisibles? Pourquoi ces dernières volontés n'ont-elles pas été respectées? Même mort, James Brown continue de diviser, de fasciner, de faire trembler les murs. Le mystère plane, et son ombre continue de danser, quelque part, entre lumière divine et abîme insondable. James Brown est mort, mais la tempête ne fait que commencer. Il laisse derrière lui une fortune estimée à plus de 100 millions de dollars, des biens, des droits d'auteur colossaux, des propriétés, mais aucun testament mis à jour, aucune directive claire. C'est le début d'une guerre ouverte. Tommy Ray Heaney, qui se présente comme sa dernière épouse légitime, réclame sa part. Mais leur mariage est contesté en justice, car elle aurait été encore mariée à un autre homme à l'époque de ses noces avec James. De ce flou naît une lutte féroce. Elle, leur fils James Brown Jr., les enfants issus de ses précédents mariages, certains de ses anciens collaborateurs, tous revendiquent un morceau du trésor. Mais ce n'est pas qu'une question d'argent. C'est une bataille d'identité, une quête de reconnaissance. Chacun veut avoir été celui ou celle qui comptait vraiment. Chaque nom devient un enjeu, chaque souvenir, une preuve. Des avocats s'en mêlent. Des notaires disparaissent mystérieusement des dossiers. Des documents sont contestés, certaines signatures jugées douteuses. L'État de Caroline du Sud s'en mêle. Le procureur général ouvre une enquête sur la gestion de la succession. Des millions de dollars semblent avoir disparu. Pendant plus de 15 ans, ce qui devait être un hommage se transforme en farce judiciaire, en feuilleton sordide. Chaque audience ravit les douleurs, étale les secrets de famille, souille un peu plus la légende. Des écoles qui devaient être financées par sa fondation attendent toujours. Des enfants qui pensaient être protégés se retrouvent évincés. En 2021, après d'interminables négociations, un accord est enfin trouvé, en partie. Mais le mal est fait. L'héritage moral de James Brown, cet homme qui prônait la dignité noire et l'émancipation artistique, est éclaboussé par le soupçon, la cupidité et les trahisons. Même dans la mort, le Godfather of Soul ne connaît ni repos, ni paix, comme si son esprit continuait à se battre, à danser, à hurler dans les couloirs d'un tribunal, devenu sa dernière scène. Et pourtant, au-delà des cris, des procès, des déchirures, une chose subsiste, la musique. James Brown, c'est bien plus qu'un chanteur. C'est un mouvement, une secousse tellurique dans l'histoire de la musique populaire. Il n'a pas simplement interprété des morceaux, il a redéfini le rythme, réinventé la scène, réveillé la soul. Il a transformé le groove en une force révolutionnaire. Il a appris à des générations entières à sentir le funk dans leurs veines. Chaque U qui lançait sur scène résonnait comme un appel à la liberté, à la sueur, à la vérité brute. Des statues sont érigées à son nom, comme à Augusta, sa ville natale. Des ponts et des salles de concert portent sa mémoire. Il entre au Rock and Roll Hall of Fame dès la première année, reçoit une médaille du Kennedy Center et devient une figure tutélaire du Songwriter Hall of Fame. Mais son influence ne s'arrête pas aux honneurs officiels. Elle coule dans le sang de Michael Jackson, qui a repris ses pas de danse. Dans celui de Prince, qui s'est inspiré de sa flamboyance. Chez les Rolling Stones, qui ont appris le feu scénique à son contact. Et plus encore, dans chaque beat de hip-hop, chaque sample, chaque break utilisé par Public Enemy, Dr. Kendrick Lamar, Kanye West. James Brown est probablement l'artiste le plus samplé de toute l'histoire de la musique. Sa voix, ses cris, ses rythmes, continuent de faire bouger le monde. Il est mort physiquement, mais immortel artistiquement. Son cri déchiré dans Get Up, If You Like Being a Sex Machine. Son appel à la fierté dans Say It Loud, I'm Black and I'm Prou. Son énergie brute dans He Got You, He Feel Good. Tout cela transcende le temps et nous rappelle que, parfois, la lumière jaillit du chaos. James Brown était une étoile incandescente, consumée de l'intérieur, mais dont l'éclat continuera d'éclairer des générations. Un homme complexe,
impossible à enfermer dans une case. Tantôt ange, tantôt démon, mais toujours inoubliable. James Brown, c'était plus qu'un artiste, c'était une révolution, un survivant, un pionnier, un homme en feu, imparfait, instable, mais inoubliable. Et si l'on doit se souvenir d'une chose, c'est qu'il a tout donné à son art, même quand cela lui coûtait tout. Et vous? Quelle est votre chanson ou performance préférée de James Brown? Pensez-vous que justice lui a été rendue dans la vie comme dans la mort? Laissez votre avis en commentaire. Si cette vidéo vous a captivé, likez, partagez et abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres portraits de génies qui ont changé la face du monde. Merci de nous avoir écoutés. Personne avec les mains jointes.